bonjour à tous. Et ce n'est pas encore les vacances scolaires. Merci Édouard Geffray, vous êtes le ministre de l'Éducation nationale. Ça fait deux mois et demi que vous êtes en poste. C'est un poste qui a d'ailleurs connu une certaine instabilité, il faut bien le reconnaître, puisque vous êtes le 7e ministre de l'Éducation à occuper ce portefeuille depuis la réélection d'Emmanuel Macron. Est-ce que, d'ailleurs, vous allez nous le dire, l'éducation nationale, c'est toujours la priorité du gouvernement, du président, alors que l'on apprend dans le budget qui est en discussion que 4000 postes vont être supprimés. Vous assumez poste d'enseignant, cette réduction. Alors bonjour d'abord et merci de m'accueillir. Oui, ça reste une priorité majeure. Ça l'est depuis 2017. Vous parlez de la suppression des 4000 postes. Ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que notre budget est positif. Il augmente légèrement de 200 millions d'euros. Absolument. Tout simplement parce que ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on a une démographie qui est en chute libre. Vous l'avez vu d'ailleurs cette semaine, pour la première fois, on a plus de décès que de naissances. Et donc, cela doit se traduire par des suppressions de postes, notamment dans le primaire. On ne peut pas ne pas en tenir compte quand on aura perdu 25% d'élèves en 15 ans, dans le premier degré. En primaire, on aura perdu 25% d'élèves. Donc, il y a trois possibilités. Soit alors, on fait rien du tout, on fait comme si de rien n'était. Et au bout d'un moment, on n'aura plus besoin de recruter des professeurs. Soit alors, on suit la démographie. C'est pas ce qu'on a fait. Si on avait suivi la démographie, il aurait fallu supprimer 9000 postes. Soit alors, on essaie d'avoir un atterrissage en douceur, c'est-à-dire qu'on tient compte de la démographie, et en même temps, on essaye de faire en sorte qu'il y ait de moins en moins d'élèves par classe. Ce sera le cas, juste pour information, en moyenne, il y aura 21 élèves par classe dans le premier degré à la rentrée scolaire 2026. Au fil des années. C'est-à-dire qu'on aura atteint un record dans l'histoire du système éducatif français. Alors, le paradoxe, c'est que dans le même temps, l'éducation nationale recrute des enseignants avec un nombre de candidats, notamment pour les postes de professeurs, qui est en augmentation. Que se passera-t-il si le budget, justement, n'est pas adopté dans les temps, puisque je crois qu'il y a 88 000 étudiants aujourd'hui qui préparent ce concours, c'est-à-dire une hausse. Finalement, le métier recommence à attirer. Absolument. Cette année, on a 2 concours qui sont ouverts, un en Master 2, un en fin de licence. Le concours en fin de licence est nouveau. Comme c'est nouveau, c'est ce qu'on appelle des mesures nouvelles dans le budget. Donc, si je n'ai pas de budget, si on n'a pas de PLF 2026 qui est adopté, pour l'instant, je ne sais pas organiser ce concours, tout simplement. Donc, il y a effectivement 90 000 étudiants qui se préparent, qui se sont inscrits à ce concours, ce qui est bon signe. Mais ça veut dire qu'il y a des étudiants qui pourraient se préparer pour rien si le budget n'est pas adopté dans les temps. J'espère que non, mais enfin, c'est un des problèmes que nous avons si le budget n'est pas adopté, oui. Édouard Geffray, ministre de l'Éducation, vous lancez aujourd'hui ce que vous appelez dans votre jargon une instruction, c'est-à-dire un plan ciblé. Vous allez nous expliquer de quoi il s'agit pour lutter contre ce que vous appelez et qui s'appelle la grande difficulté scolaire. À quel type d'établissement cela va s'adresser plus exactement? Alors, aujourd'hui, vous avez 15% des collèges. Où plus de 40% des élèves ont moins de 8 sur 20 en français en mathématiques au brevet. Moins de 8 sur 20. Voilà. Donc ça veut dire que c'est des collèges qui concentrent une très grande difficulté scolaire. Et moi, je ne peux pas admettre le fait qu'un élève, selon le collège dans lequel il est inscrit, ait une chance sur 2 ou 100% de chance d'avoir le brevet à la fin. C'est pas possible. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va effectivement concentrer l'effort sur ces collèges-là, en termes de formation, en termes d'accompagnement pédagogique, en termes d'accompagnement social aussi. Et on connaît les réseaux d'éducation prioritaire. Quelle est la différence, par exemple? En fait, on appelait avant les ZEP. Oui, tout à fait. On appelle maintenant les REP. Tout à fait. En fait, vous savez, on a un peu 2 travers. Alors, ils ne sont pas forcément mauvais, mais ils n'apportent pas toutes les solutions. Le premier, c'est de penser par rapport à des critères territoriaux ou sociaux. Le deuxième, c'est de penser de manière universelle. C'est-à-dire, on veut que tout se passe pareil partout. Ça, c'est un peu notre réflexe spontané. Moi, ma conviction, c'est qu'il faut, au bout d'un moment, penser par rapport à la difficulté scolaire. Il y a des enjeux sociaux qui sont traités dans le cadre de l'éducation prioritaire. Il y a un cadre général. Donc, mais qu'est-ce qui va changer? Vous allez faire du sur-mesure, en quelque sorte C'est un peu ça. Collège par collège? Oui, on va faire du sur-mesure collège par collège. C'est-à-dire que ça va partir des équipes, parce qu'il faut faire confiance aux gens. Ils connaissent leur métier, il faut les laisser faire leur métier. On va partir des équipes et on va répondre à tous leurs besoins de formation. Typiquement de formation, pour rehausser un peu les pratiques pédagogiques, améliorer les pratiques pédagogiques. Ça peut être par exemple en termes de fonds sociaux. Vous avez des élèves qui sont parfois dans une très grande difficulté sociale, typiquement qui ne peuvent pas manger à la cantine le midi. Si vous avez le ventre vide, ce n'est pas la peine d'essayer d'apprendre. Donc on va mettre des fonds sociaux dans ces collèges-là pour que les élèves puissent manger tous les midis. Vous voyez ce genre de choses. Et on va tout reprendre comme ça à 360 degrés. Et le budget de l'éducation nationale va payer, si j'ose dire, c'est-à-dire que vous nous avez parlé d'une augmentation légère de votre budget, mais on est plutôt aujourd'hui à la réduction des coûts et nombre justement d'acteurs de l'éducation nationale se plaignent de n'avoir pas assez de moyens. Donc vous allez en rajouter des moyens? On va redéployer, puisque comme je vous le disais, on perd beaucoup d'élèves, donc on va en fait procéder par redéploiement. Et surtout, ce n'est pas qu'une question de moyens, c'est aussi une question d'approche pédagogique, de qualité de la formation qui est apportée. Donc on va faire du qualitatif, du sur-mesure, établissement par établissement, en partant des besoins des équipes. À partir de quand, M. Geffray? Alors, le travail commence en janvier. On va laisser aux établissements jusqu'au mois de juin
pour qu'ils puissent bien préparer leur feuille de route. Et à la rentrée scolaire 2026, la vie va changer dans ces établissements. L'un des fléaux qui frappe un grand nombre d'établissements en France et qui finalement ne s'arrête plus à la porte des écoles, c'est le trafic de drogue, c'est le narcotrafic. Où en est la prise en charge des... C'est malheureusement un fait divers, un événement qui a beaucoup frappé des esprits, des élèves du collège Champollion à Dijon, qui a été victime d'un incendie lié au narcotrafic. Vous êtes engagé, je vous cite, à ce que l'essentiel des 500 élèves du collège soit à nouveau en cours après les vacances de Noël. Donc tout ça est en train d'être réglé. Oui. Alors d'abord, je voudrais rendre hommage à l'équipe. Vous savez, moi, je les ai vus lundi matin, on a parlé longtemps. Vous êtes allé avec le ministre de l'Intérieur ? Tout à fait. Et moi, j'ai rencontré l'équipe pédagogique, professeurs, chefs d'établissement, etc. C'est des femmes et des hommes remarquables. Et vous savez, ils m'ont dit une phrase que j'ai trouvée très juste. Ils ont dit, nous, on met les élèves sur des chaises de classe pour qu'ils ne terminent pas sur les chaises des guetteurs. Mais en attendant, ce collège a été incendié sur fond de rivalité. Une partie, a priori, c'est sur fond de rivalité de narcotrafiquants. Donc, une partie, ce n'est qu'une partie du collège qui a été incendiée, heureusement. Oui. Et donc, à la rentrée de janvier, ce qu'on est en train de travailler avec le département, c'est que la plupart des élèves pourront rentrer directement dans le bâtiment qui est encore valide, si je puis dire, qui est encore en usage. Et on est en train de trouver des solutions, soit pour qu'ils soient hébergés dans des modules temporaires type Algeco, etc., soit qu'ils soient pris en charge dans les écoles qui sont à proximité immédiate et qui ont des salles libres. Mais ils resteront tous dans leur environnement, ils resteront tous dans leur format de classe, dans leur groupe classe, parce que c'est important pour eux psychologiquement et pour leur réussite éducative qu'ils soient dans ce format avec leurs professeurs et à proximité de chez eux. Édouard Geffray, comment on fait pour lutter concrètement contre le trafic de drogue dans et autour des établissements scolaires, puisque le constat, c'est qu'aujourd'hui, on en arrive à des extrémités comme celle de ce qui s'est passé à Dijon, mais des exemples comme ça abondent dans toute la France et dans de très nombreux quartiers. Il faut marcher sur deux jambes. Il y a la jambe, j'allais dire, service de police et de justice, qui, eux, démantèlent les points de deal, arrêtent les narcotrafiquants et les sanctionnent. Et puis il y a la jambe qui est éducative, qui pour le coup me concerne, c'est-à-dire qui consiste à faire de la prévention en réalité vis-à-vis des élèves. C'est le travail des enseignants, ils ne sont pas nécessairement formés à appréhender ce genre de problématique. Ça ne peut pas être l'école toute seule. Mais vous savez, chaque fois que vous introduisez l'esprit critique, chaque fois que vous introduisez la culture, chaque fois que vous ouvrez un établissement, vous éloignez un jeune des narcotrafiquants. C'est d'ailleurs pas pour rien qu'ils s'en sont pris à un collège ou à une médiathèque 6 mois avant. Il faut des policiers à l'école pour vous ? Pas dans l'école. Non, pas dans l'école. En revanche, travailler sur la sécurisation de ce qu'on appelle les abords de l'établissement, ça oui, c'est ce qu'on fait tous les jours avec les services de police, et c'est indispensable. On doit ça à nos élèves. Le président Macron s'est prononcé à plusieurs reprises pour l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Alors c'est une volonté, c'est un souhait, mais comment on met cela en place ? J'imagine que vous êtes d'accord avec lui, ou alors ce sera un scoop si vous êtes en désaccord là-dessus. Mais comment on fait concrètement ? Parce que tous les gamins, si vous me permettez cette expression, tous les jeunes, tous les ados ont ou presque ont souvent des téléphones portables et vont sur les réseaux sociaux. Donc comment on interdit tout simplement ? D'abord, il faut repartir peut-être juste de l'objectif, c'est-à-dire qu'on ne peut pas laisser nos enfants être accaparés 4 heures, 5 heures, 6 heures par jour par les réseaux sociaux. Ça, c'est la volonté. Et c'est un enjeu de santé publique. Et le moyen, alors d'abord, il y a une question juridique qui est actuellement en cours de traitement, puisque c'est un peu complexe techniquement, mais enfin, il y a un enjeu par rapport au droit européen. Et donc, le gouvernement français travaille pour que le droit français puisse effectivement interdire l'accès aux réseaux sociaux aux mineurs de moins de 15 ans. Et après, techniquement, on a déjà des expériences dans d'autres domaines, mais en matière de pornographie, on a su mettre en place des systèmes qui permettaient d'empêcher les moins de 18 ans. Il faut généraliser ce que l'on fait aujourd'hui sur les sites pornographiques. Alors le sujet n'est pas le même, mais en tout cas, le mécanisme technique permettant d'identifier une personne en fonction de son âge, aujourd'hui, on sait le faire. La preuve, ça a marché. Et donc, on est parfaitement capable de bloquer l'accès d'un réseau social, de la création d'un réseau social à un jeune qui aurait moins de 15 ans. Ça, on sait le faire techniquement. Mais l'éducation nationale peut-elle, en quelque sorte, se substituer à ce que aussi doivent imposer les parents à leurs enfants et on sait que dans certaines familles, certains jeunes sont laissés, en quelque sorte, à leur libre arbitre. Mais c'est pour ça qu'il faut, au bout d'un moment, passer par l'interdiction. Ouais. On ne peut pas tout demander à l'école. On ne peut pas non plus tout demander aux familles parce qu'on voit que parfois elles sont démunies par rapport à l'usage du téléphone par leurs enfants. Il y a un moment où ça passe par l'interdiction. L'interdiction sèche, elle n'aura pas toute son efficacité. Mais il faut à la fois limiter l'exposition aux écrans, éduquer à leur usage. Et en tant que journaliste, vous êtes bien placé pour savoir qu'aujourd'hui on a un enjeu de ce point de vue-là. Et puis aussi, et c'est important, créer des alternatives sociales. Si nos jeunes ils vont sur les réseaux sociaux, c'est parce qu'aujourd'hui, ils n'ont plus d'expérience de sociabilité ordinaire, comme vous ou moi, on l'a connu. Édouard Geffray, elle se fera, cette interdiction ? Le président Macron a dit, avant la fin de son quinquennat, vous allez déposer un projet de loi. On est en train de travailler sur, une fois encore, le cadre juridique. Mais oui, l'objectif, c'est bien de le faire au cours des prochains mois.
Merci beaucoup, Édouard Merci à vous, Geffray, surtout. ministre de l'Éducation nationale. C'est la suite de Télématin. Il reste un jour d'école, je crois, avant les vacances Absolument. scolaires demain soir.